tous les 2, 3, 4, 5 ans, on est toujours dans le besoin de réformer ce système de retraite pour plusieurs raisons. Mais dans tous les cas, toutes ces réformes qui se sont passées, et même cette réforme de 2020 qui nous annonce un grand chamboulement, ne change pas le principe fondamental du système de retraite, qui est celui de la répartition. On reste sur un système qui est structurellement basé sur la répartition, système à points ou bas. Et donc toutes ces réformes passées, elles ont eu pour objectif à chaque fois de changer des paramètres, d'ajuster le montant des cotisations pour certaines catégories professionnelles, de baisser ou d'augmenter les niveaux de pension, ou d'avancer ou de reculer l'âge de départ en retraite. Et donc la pertinence de notre approche monopolistique, publique, ce qu'on appelle un système bismarckien, n'a jamais été remis fondamentalement en cause. Et donc nous allons voir en quoi ce système-là, qui ne change pas encore avec le projet du gouvernement, est un système qui se démarque par rapport aux réformes qui ont été faites dans les pays qui offrent les meilleurs systèmes de retraite du monde. Et c'est ce qu'on va essayer d'analyser durant cette présentation. Donc, la répartition, on présente ça en France comme un système de solidarité intergénérationnelle qui a été hérité du glorieux Conseil national de la résistance. Et c'est une sorte de vache sacrée en France, c'est un modèle, c'est un des piliers ce qu'on appelle le modèle social français. Et je pense que c'est intéressant de revenir dans une perspective historique pour se rendre compte qu'en réalité, la structure actuelle du système de retraite ne date pas du Conseil national de la résistance, mais de quelques années plus tôt. En réalité, la fin de la capitalisation en France, parce qu'il faut dire qu'avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des caisses ouvrières et paysannes qui étaient basées à la fois sur la répartition, mais aussi sur un gros pilier de capitalisation. Et bien la fin de la capitalisation et la généralisation de la répartition, elle commence avec la réforme de 1941 de René Belin, donc au moment du régime de Vichy, qui crée l'allocation pour les vieux travailleurs salariés. Et c'est le début du système de retraite tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et le Conseil national de la résistance n'a fait que généraliser quelque chose qui existait déjà. Alors dès lors, la part dans le PIB du système de retraite français n'a fait que augmenter. C'est-à-dire qu'à partir, dans les années 50, on avait 4% du PIB qui était consacré aux dépenses de retraite, et on est passé à 14% aujourd'hui, ce qui est un des taux les plus élevés de l'OCDE. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à une telle situation ? Dans les dernières décades, on a eu une évolution démographique que vous connaissez certainement, et je pense que c'est important de rappeler les chiffres pour les avoir bien en tête. Là, vous avez ici l'évolution, c'est un graphique que j'ai tiré de données de l'INSEE, l'évolution du nombre de retraités et du nombre de cotisants. Donc le nombre de cotisants augmente moins vite que le nombre de retraités, comme vous le savez, et aujourd'hui, ça concerne le régime général. Dans le régime général, on est passé d'un système où on avait un rapport démographique de 3 cotisants par retraité en 1975 à 1,5 aujourd'hui. Donc on est en train de se rapprocher tout doucement de 1 retraité pour 1 cotisant. Et il y a certains régimes qui sont particulièrement inquiétants là-dessus, notamment je prends l'exemple du régime des agriculteurs, où on est à 2,6 retraités par cotisant dans ce régime-là. Alors, il y a bien sûr les évolutions démographiques, avec le taux de natalité qui a baissé, mais il y a aussi quelque chose de plus heureux, qui est l'évolution de l'espérance de vie à la retraite. C'est-à-dire que c'est le nombre d'années en moyenne qui me reste à vivre quand je prends ma retraite, donc au moment du départ en retraite. Et là, on constate que depuis 25 ans, depuis un quart de siècle, cette espérance de vie à la retraite a gagné 5 ans. On était pour ceux de la génération de 1926, il y avait une espérance de retraite à un peu plus de 21 ans pour cette génération-là. Et aujourd'hui, pour la génération de 1948 qui a pris récemment sa retraite, on a une espérance de vie de plus de 26 ans. Alors, toutes les réformes où j'ai égrené les années, elles ont consisté à augmenter les cotisations, à paramétrer des surcodes, des décodes dans des mécanismes toujours un peu plus compliqués, un peu plus subtils, selon si on est dans le régime de base, si on est dans les régimes complémentaires, dans quelle profession
on se place, et on a aussi cherché à retarder l'âge légal de départ en retraite qui atteint 62 ans aujourd'hui. Alors, l'enjeu de la réforme, c'est l'idée « 1 euro cotisé ouvre les mêmes droits ». Donc ça, c'est vraiment le grand motto de cette réforme des retraites. Et derrière, il y a une idée séduisante qui est de dire qu'il y a des régimes spéciaux, des caisses cigales et d'autres qui sont fourmis, et on est en train de continuer à subventionner des caisses qui ont qui présenteraient des traitements de retraite assez avantageux. Et donc, il y a cette idée qu'avec un système unique, on aurait un peu plus d'équité, on serait tous logés à la même enseigne, et ce serait déjà une première bonne chose. Alors, cette idée a de quoi séduire. Je ne suis pas convaincu, j'y reviendrai, que cette réforme en soi est une bonne chose, de vouloir uniformiser, étatiser, nationaliser le système de retraite dans un régime unique. Mais ce que je peux vous dire dès à présent, c'est qu'il n'y a plus grand-chose d'unique dans la mesure où un certain nombre de concessions ont déjà été accordées suite aux grèves de décembre à certaines catégories. Je pense notamment aux policiers, à l'armée, aux cheminots qui ont chacun réussi à négocier des maintiens de certains avantages en départ en retraite. Alors, donc il y a cet enjeu-là. Ça ne va pas être l'élément central de la présentation, mais je pense qu'il est bien sûr important de le noter. Mais il y a un enjeu qui n'a pas été encore abordé dans le cadre de la réforme des retraites, c'est la sécurisation des futures pensions, c'est la capacité de l'État à assurer les pensions dans le futur, parce qu'on est dans un système où, si vous voulez, un système de retraite par répartition, on peut toujours l'équilibrer. Il suffit de... Entre guillemets, il suffit d'augmenter les cotisations, de baisser les pensions ou de retarder l'âge de départ en retraite. C'est une équation, il y a 3 paramètres et on peut toujours l'équilibrer. Mais on va toujours forcément, vu le ratio démographique, dégrader ça et devoir réadapter, soit en faisant travailler plus, soit en baissant les pensions, soit en augmentant les cotisations. Et c'est des choses sur les 3 aspects qui sont peu souhaitables. Pour avoir une idée de l'ordre des engagements que l'État prend vis-à-vis des retraités, l'INSEE a fait en 2015 l'évaluation de l'engagement de l'ensemble des régimes de retraite obligatoires et estime que l'État s'est engagé entre, alors ça dépend les taux d'actualisation, mais entre 6 800 milliards et 9 800 milliards d'euros, soit l'équivalent de 3 à 4 PIB. Ça, c'est l'engagement de l'État vis-à-vis des futures générations de retraités. Donc, c'est l'engagement pris par les générations futures pour les futures générations de retraités. Donc, c'est pour avoir une idée de l'immensité de l'engagement qui est bien plus du double, voire le triple de celui de la dette publique dont on nous parle tout le temps. Alors, je pense qu'il y a un autre élément qui est très important. Au-delà des aspects économiques et comptables, il y a une question qui, pour nous, libéraux, particulièrement vous au Cercle Bastia, où vous connaissez les intrications entre l'économie et la morale, il y a un enjeu vis-à-vis de la répartition qui pose une question morale. Et je pense que c'est vraiment important de soulever cette question-là, parce qu'on nous dit, et c'est inscrit dans le Code de la sécurité sociale, que le système de retraite est un pacte social qui unit les générations, et que c'est un système de solidarité. Alors, en fait, là où je suis un peu dubitatif, c'est dans la mesure où on parle de solidarité. La solidarité, c'est une idée que les moins fortunés dans la vie vont apporter un soutien... les plus fortunés vont apporter un soutien aux moins fortunés. Donc que les plus riches vont redistribuer aux plus pauvres. Le système de retraite actuellement, tel que l'on a, est un système où on va tous être débiteurs et créditeurs. C'est un système où nos pensions vont être plutôt proportionnelles aux revenus, les effets redistributifs sont très limités, et il y a bien sûr le minimum vieillesse qui assure un minimum à tous, et notamment aux moins fortunés. Mais en soi, dans sa globalité, le système de retraite n'est pas un système de solidarité. Il l'est marginalement, mais le système de retraite est un système de dépendance intergénérationnelle. Et ce qui, non seulement c'est un système de dépendance et beaucoup moins de solidarité, mais c'est aussi historiquement intéressant de regarder comment c'est né. C'est-à-dire que le système de retraite par répartition, un des premiers à l'avoir mis en place, c'est le début de l'État-providence, c'est Bismarck. Et Bismarck, il a mis en place le système de retraite, non pas avec l'idée de mettre en place un système de solidarité, mais il y a cette citation de Bismarck qui pour moi est révélatrice et qui va permettre de comprendre l'origine, la naissance de l'État-providence et particulièrement du système de retraite par répartition. Bismarck disait « Je considérerais que c'est un grand avantage quand nous aurons 700 000 petits retraités tirant leur annuité de l'État,
en particulier s'ils appartiennent à ces classes qui autrement n'ont pas beaucoup à perdre dans un soulèvement. Donc en réalité, quand il dit ça, quand Bismarck met en place le socialisme d'État par opportunisme, il achète les consciences. En fait, l'idée initiale de la mise en place du système de retraite par répartition, c'est d'organiser la dépendance. Quand vous avez les retraités, donc une part considérable de la population dont les revenus dépendent de l'État, la remise en cause de l'action de l'État, de fait, est beaucoup plus difficile. Les incitations baissent. Donc c'était un moyen de mater la révolte. Et ça a été conçu comme ça. Et donc cette approche bismarckienne, c'est pour ça qu'on parle de système bismarckien, elle déresponsabilise les individus et elle contraint les individus à quémander leur retraite à un pouvoir politique qui peut faire la pluie et le beau temps sur les retraites. Elle permet bien sûr à des intérêts catégoriels, électoralistes et corporatistes, donc en France les fameux régimes spéciaux, d'exiger une partie d'avantages aux dépens d'autres caisses, donc des caisses cigales qui vont, si je schématise, exiger des avantages par rapport aux caisses fourmis. Et donc il y a quelque chose de vicieux dans le système de retraite par répartition, dans la mesure où ce sont les corporations qui ont le plus gros pouvoir de nuisance qui vont pouvoir récupérer le maximum de cette manne. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez des organisations professionnelles qui sont capables de bloquer le pays, qui vont pouvoir, dans un rapport de force parfois violent, comme on l'a connu en décembre et janvier, pouvoir récupérer, et le gouvernement est très faible vis-à-vis de ça, parce qu'ils ont une capacité de nuisance. Plus votre capacité de nuisance est élevée, plus votre pension sera élevée. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce qu'il y a un autre personnage historique qui m'a beaucoup interpellé dans mes analyses sur les questions de retraite, c'est Jean Jaurès. Parce que Jean Jaurès, dans les années 1909-1910, il y avait un débat déjà en France sur la capitalisation, parce qu'il y avait déjà des caisses par capitalisation, c'était les débuts les systèmes de retraite avaient commençait déjà à émerger, mais il y avait à la fois de la répartition, de la capitalisation. On se posait la question, est-ce qu'il faut qu'on passe à la répartition ou pas, ce qui viendra beaucoup plus tard, comme je vous l'ai dit avec le régime de Vichy. Mais donc Jean Jaurès, qui est fondateur du Parti socialiste et de l'Humanité, il défendait un système de retraite par capitalisation. Et un de ses arguments, c'est le suivant, donc je vous cite, en 1910, il disait « Avec la répartition, c'est sur les ressources annuelles de l'État que tout repose, et les retraités peuvent être exposés à toutes les vicissitudes des budgets annuels. Le péril est moindre, l'équilibre est bien plus assuré s'il y a un lest de capitaux, si la caisse des retraites possédant des valeurs à la fois solides et variées repose non pas sur la base étroite d'un budget, mais sur toute la fortune publique. » Donc il voyait dans la répartition une sorte de dépendance à l'État qui, pour lui, nous exposait à des risques électoralistes, corporatistes, profondément inquiétants. Alors, tout ce tableau, cette mise en contexte avec ces éléments historiques peuvent nous inquiéter. Alors, on parle de guerre intergénérationnelle, de crise sociale qu'il pourrait y avoir vis-à-vis du système de retraite. Ce qui est certain, c'est qu'avec le système actuel, les seniors et les actifs sont condamnés à voir baisser leur pension, augmenter les cotisations ou retarder l'âge de départ en retraite. Donc ça, c'est le principe de la répartition, système à points ou pas. Donc, je vous propose de regarder un peu ce qui se passe dans les autres pays pour voir s'ils sont confrontés aux mêmes situations, comment ils y font face et quelles réformes ils ont mis en place pour solutionner ces problèmes-là. Alors, c'est assez difficile de comparer les différents pays parce qu'il y a autant de systèmes de retraite que de pays, et encore plus au sein même d'un pays, il y a différents systèmes de retraite. En France, on a au moins 42 caisses, donc ça introduit des difficultés de comparer. Dans tous les cas, on peut essayer d'avoir une matrice de comparaison entre tous les pays qui est basée sur ce qu'on appelle sur les 5 piliers. Alors, les 5 piliers, c'est un moyen de voir comment les systèmes de retraite se structurent selon les pays. Donc là, je vous présente globalement le cas classique, alors sachant qu'il y a des variantes selon les pays. Donc en général, on a ce qu'on appelle un pilier zéro, ça c'est le minimum vieillesse, c'est des questions de solidarité, c'est pour les moins fortunés de la vie. On va assurer un minimum vieillesse, généralement financé par l'impôt. Alors en France, c'est le minimum vieillesse, qui lui est financé par nos cotisations, mais c'est un moyen de redistribuer aux plus pauvres. Ensuite, vous avez un gros pilier, en général, c'est le pilier 1, qui, généralement, on verra qu'il y a des exceptions, est un système de répartition, de retraite par répartition, obligatoire, monopolistique, et qui est proportionnel aux revenus.
Donc ça, c'est très courant dans la plupart des pays du monde. Donc en France, c'est ce pilier, le régime général, qui est considérable, qui est un des plus gros piliers de notre système de retraite. Vous avez ensuite le pilier 2, qui généralement est une épargne privée, mais obligatoire. C'est-à-dire qu'on vous oblige à capitaliser une partie de vos revenus, soit de manière individuelle, soit de manière collective, soit dans des régimes de branches, ça dépend les pays. En France, ce n'est pas trop le cas, à quelques exceptions très rares. Mais donc en France, on va avoir l'Agirc Arrco, l'Ircantec, qui sont pour le coup là déjà des systèmes de retraite par répartition. Et déjà là, on se distingue des autres pays à ce niveau-là. Donc c'est des systèmes à points aussi. Et enfin, alors, il y a encore deux autres piliers. Il y a le pilier 3 qui est l'épargne volontaire, qui est facultative, elle est souvent individuelle. Donc on est libre de cotiser dans un fonds de pension pour assurer ses vieux jours. Donc en France, c'est très limité, c'est des plans d'épargne retraite. Mais dans d'autres pays, ça peut être beaucoup plus important. Et puis on parle d'un quatrième pilier, donc qui est moins spécifique à la retraite, mais c'est tous les autres investissements que vous allez faire. Donc c'est toutes les formes d'épargne patrimoniale, tous les véhicules d'investissement que vous allez pouvoir faire, comme de l'investissement locatif, de l'assurance vie, qui n'est pas dédié, qui n'est pas construit spécifiquement pour la retraite, mais qui va pouvoir assurer un complément de revenu. Voilà donc comment se structurent en général les systèmes de retraite. Donc, qu'ont fait les autres pays? Dans les autres pays, face aux évolutions démographiques comparables à celles de la France, parfois même plus dramatiques, et la difficulté d'équilibrer budgétairement leur premier pilier par répartition, on a dépassé le stade de la réforme paramétrique pour faire des réformes structurelles. Alors ça dépend des pays, mais dès la fin des années 70, 80, 90, on a déjà eu beaucoup de réformes. Et on a introduit, s'il n'existait pas déjà, s'il existait déjà, on l'a souvent grossi, un gros pilier de capitalisation obligatoire et un pilier facultatif. Et donc ces piliers sont financés directement par les salariés ou les employeurs et ils sont libres d'y accepter toute ou partie de leur cotisation. Donc pour voir l'évolution de l'ampleur de ce phénomène, on peut regarder l'évolution des actifs détenus dans les fonds de pension dans les pays de l'OCDE et en 2016, on avait 17 des 36 pays de l'OCDE qui possédaient de manière significative des régimes capitalisés publics ou privés. Donc avec le top 3 qui détiennent l'équivalent de plus de 100% de leur PIB, les Pays-Bas, la Suisse, l'Australie, et puis vous avez la France pour qui les fonds de pension sont quasiment inexistants. Et donc on observe que depuis le début des années 2000, on a eu une sérieuse augmentation de ces actifs. Alors cette augmentation peut s'expliquer par l'augmentation du nombre de cotisants, d'une part, et d'autre part par bien sûr les rendements des capitaux de ces fonds de pension. Et cette croissance, elle a eu lieu malgré une petite baisse dans la crise de 2007-2008. On reviendra sur les considérations de risques économiques associés à la capitalisation. Donc dans tous les cas, on a à chaque fois allégé les piliers 0 et pilier 1, on a développé l'épargne, on a fait beaucoup de réformes fiscales pour simplifier, pour faciliter la mise en place de plans d'épargne retraite, et on a déréglementé et ouvert à la concurrence les marchés financiers pour pouvoir avoir des réponses innovantes et adaptées aux besoins des futurs pensionnés. Donc, globalement, on est passé beaucoup de la répartition à la capitalisation, d'une approche obligatoire à une approche plus volontaire, du monopole à la diversification, du public au privé, et d'une gestion budgétaire à une gestion qui passe plus par de la financiarisation privée. Alors, comme je le disais, la comparaison internationale des systèmes de retraite est difficile, parce que chaque pays a ses standards, et contient forcément une part d'arbitraire dans la mesure où on va prendre des critères qui sont spécifiques et qui vont de fait traduire certaines considérations et certains biais. Néanmoins, il y a un indicateur international qui s'appelle le Melbourne Mercer Global Pension Index, qui essaye d'évaluer selon tout un tas de critères plus ou moins légitimes, mais qui a l'avantage, qui a au moins l'avantage de tenter d'être exhaustif, de comparer les systèmes de retraite. Alors, il les compare en termes d'adéquation, de durabilité et d'intégrité. Donc l'adéquation, c'est combien en tant que retraité je vais pouvoir bénéficier. La durabilité, c'est est-ce que c'est stable et ça va pouvoir durer dans le temps. Et l'intégrité, c'est bien sûr la qualité des organismes de retraite dans la gestion des fonds.
Quand on regarde ça, alors la France est plutôt en milieu de peloton. C'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus dans les têtes des pays du monde. Donc on n'a pas le meilleur système que le monde nous envie. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que derrière ça traduit quelque chose, c'est que le système français a, enfin on va le voir, mais les retraités ont un niveau de vie par rapport à la population active qui est relativement élevé. Je ne dis pas que c'est exceptionnel, mais par rapport à d'autres pays, le ratio entre ceux qui sont en retraite et la population active n'est pas des plus défavorables. Néanmoins, sur les questions de durabilité, sur les questions de capacité du système de retraite à tenir dans la durée, là, la France est très très mal notée. Donc dans les meilleurs pays, alors le classement a un peu évolué, celui-là date de 2017, je crois que les plus récents, le podium a un peu évolué, mais les pays les plus modèles sont le Danemark, les Pays-Bas et l'Australie, et puis on va rentrer un peu plus en détail dans ces considérations-là dans la suite de la présentation. Donc comme je vous le disais, quand on regarde le système français par rapport aux autres pays du monde, il y a des faiblesses qui sont révélées du fait même de comparer certains indicateurs. Le premier indicateur, c'est le niveau de vie des retraités par rapport à la population active. Les 65 ans, c'est un des seuls pays de l'OCDE, la France, où les plus de 65 ans ont des revenus plus élevés que la moyenne de la population nationale. Et ces revenus sont composés à 77%, donc pour les 3/4 de pension, pour 17% de revenus du capital, ce qui est très faible par rapport aux autres pays, et pour 6% de revenus du travail pour ceux qui continuent à travailler à côté. L'autre élément spécifique à la France, c'est que même si les retraités payent la CSG, la CRDS, ça j'imagine que c'est des choses que... Enfin, il y a eu une actualité récemment là-dessus sur l'augmentation de la CSG pour les retraités, mais globalement, malgré ce paiement de la CSG et de la CRDS, les retraités français ne paient quasiment pas pour leurs soins de santé dans la sécurité sociale. C'est-à-dire que non seulement les travailleurs actifs payent pour les retraités, les pensions, mais ils payent aussi pour les soins de santé, via la sécurité sociale bien entendu, parce que je ne parle pas des frais complémentaires. Globalement aussi, on a un taux de cotisation obligatoire qui est un des plus élevés de l'OCDE. On est à 25% du salaire brut, alors qu'on est à 18% en moyenne dans l'OCDE. Donc ça, c'est significatif. Et alors, je disais, le niveau de vie des retraités est relativement élevé, un peu plus élevé que ceux des actifs. Il faut aussi relativiser ça dans la mesure où, que ce soit les actifs ou les retraités, le fardeau fiscal en France est très élevé. Donc quand on compare des revenus nets des retraités par rapport aux revenus nets des actifs, quand on a plus de 60% de son revenu qui est ponctionné par l'État, forcément, il y a relativement, les retraités peuvent apparaître comme mieux lotis, mais globalement, le fardeau fiscal est tellement élevé qu'en valeur absolue, c'est quand même on est quand même moins bien lotis par rapport aux autres pays. Et donc les revenus disponibles sont plus faibles que nos voisins. Donc quand on regarde... je ne sais pas s'il y a une question ou... quand on regarde sur les autres indicateurs, donc comme je vous le disais, la capitalisation en France est très très limitée. On est à 12% du PIB en capitalisation. Quand on compare à la moyenne de l'OCDE, on atteint presque 100% en moyenne pondérée. Donc on est vraiment en deçà des autres pays en termes de capitaux investis pour la retraite. L'âge de départ à la retraite est un peu plus faible en France, on est à 61,6 ans par rapport à 64,3 en moyenne dans l'OCDE. Le taux de natalité est relativement faible, alors il y a des pays c'est pire, mais on est à 1,8 en France. Le taux de chômage, ça joue énormément dans la mesure où un travailleur actif, il cotise, enfin ça augmente le taux d'emploi augmente la masse de cotisation. Le chômage qui est autour de 8% aujourd'hui, il est à moins de 5% dans l'OCDE en moyenne. Et le taux d'emploi des seniors, il est de 28% en France, donc les seniors c'est 60-64 ans, contre 46% dans l'OCDE en moyenne. Bien sûr, il y a aussi la dette publique et la croissance qui est limitée. Donc tous ces facteurs rendent l'instabilité du système de retraite encore plus criante par rapport à d'autres pays. Pourtant, il y a des pays qui ont su changer leur système de retraite, qui ont su trouver les moyens de faire des réformes. Et donc nous allons analyser les performances de 3 pays dans la partie qui suit.
pour comprendre comment ceci fonctionne et en quoi ils peuvent nous inspirer pour faire une véritable réforme du système de retraite en France. Donc, je vous propose de regarder le cas du Danemark, le cas des Pays-Bas et le cas de l'Australie, qui sont aujourd'hui les 3 systèmes les mieux notés d'après l'indice dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, le premier système, donc le Danemark, est un système intéressant quand on regarde sa structure. Alors, il a la particularité d'être dans une grande majorité géré par l'État. Donc, ce n'est pas un système qui est entièrement volontaire. Il y a un régime public de base beveridgien financé par l'impôt, avec des retraites complémentaires sous condition de ressources. Mais le gros du pilier, le pilier 1, il est sur un système, donc pas par répartition, mais un système d'État obligatoire qui s'appelle l'ATP, qui est un système capitalisé. C'est-à-dire qu'au Danemark, le plus gros du pilier, le plus gros des pensions versées est versé par le pilier 1, mais ce n'est pas un pilier par répartition, c'est un pilier par capitalisation. Et donc, au Danemark, chaque génération finance ses propres droits. Il n'y a pas de dépendance intergénérationnelle au Danemark. Et donc, ensuite, il y a un pilier 2 qui est un régime professionnel, avec des conventions collectives, aussi par capitalisation intégrale, aussi pour les fonctionnaires. Et puis, il y a bien sûr des plans de retraite facultatifs en pilier 3. Donc là, c'est vraiment intéressant. On a un taux d'actifs record dans l'OCDE. On est à plus de 200% du PIB d'actifs dans des fonds, à la fois dans les fonds de pension et dans les fonds gérés par l'État. Mais c'est un exemple qui montre qu'un système de retraite avec chaque génération qui finance ses propres droits est tout à fait possible dans une social-démocratie nordique très comparable à la nôtre en termes de démographie et de population. Le deuxième exemple qui est extrêmement intéressant, encore une fois dans les pays nordiques, c'est les Pays-Bas. Donc aux Pays-Bas, on a aussi un système qui est lié, qui est en partie par répartition avec un régime public forfaitaire, et surtout on a un gros pilier 2 de régime professionnel quasi obligatoire. Donc là c'est géré par les branches, géré par les professions, où on a plus de 90% des salariés qui sont couverts par ces accords de branche. Et puis bien sûr, il y a des plans d'épargne individuels. Et là, c'est vraiment le règne du fonds de pension. Et avec des règles... Ce qui est intéressant, c'est notamment les règles très strictes de gestion des fonds entre les entreprises qui doivent être juridiquement séparées des caisses qu'elles proposent pour éviter des affaires... pour limiter les risques. Alors on y reviendra un peu plus tard, mais on est à près de 2 PIB d'actifs dans des fonds de pension. Voilà, 2 PIB. En France, on a au moins 3 PIB d'engagement. Donc c'est un pays qui, selon moi, est aussi un modèle à suivre en matière de retraite. Enfin, le troisième exemple, pour ne pas faire toute la liste, mais il y a l'Australie. L'Australie, c'est intéressant parce qu'elle a fait une réforme pour mettre un pilier 2 aussi par cotisation obligatoire, avec une cotisation d'un peu plus de 9% pour... payé par l'employeur. Vous connaissez la théorie de l'incidence fiscale, donc qui paye les cotisations entre l'employeur et le salarié, c'est toujours compliqué à dire. Mais l'Australie, c'est 100 000 fonds de pension, et ce qu'il faut noter aussi, c'est l'importance des actions dans ces fonds de pension. Les portefeuilles sont en général constitués à plus de 50% d'actions. Donc maintenant, si on regarde les rendements dans ces pays, quand on prend les rendements moyens des 3 pays que je vous ai présentés, on est sur 2006-2016, donc on prend en compte notamment les crises des subprimes de 2007. On est sur un rendement moyen annuel réel de 3,7% en Australie et au Danemark, un peu plus de 4% aux Pays-Bas, et l'OCDE c'est autour de 2%. Donc on va revenir sur la question du risque des crises, surtout qu'en ce moment on est en train de subir une actualité boursière un peu compliquée, mais malgré ces crises, les fonds de pension se portent bien dans ces 3 pays. Alors là, ça va être le moment, je vous promets, ça va être seulement le moment un peu plus technique de la conférence. C'est pour comparer un peu les efficacités des systèmes d'un point de vue économique. Alors là, je vais essayer d'être précis, je présente le régime général plus le complémentaire de la répartition à la française.
la capitalisation aux Pays-Bas qui concerne le pilier 2, c'est-à-dire le système de retraite capitalisé. Je prends que le pilier 2, et je prends aussi le pilier 2 du système danois, qui est lui aussi entièrement capitalisé, et je regarde le taux de cotisation correspondant. Donc en France, on est en moyenne à 25%, avec la nouvelle réforme, on va passer à 28% pour les salariés du privé, donc du salaire brut. Je mélange cotisation salariale, patronale et salariale, et vous le savez, la différence n'a pas beaucoup d'intérêt. 16% aux Pays-Bas et à 12% au Danemark. Et quand on regarde le taux de remplacement associé, donc c'est le pourcentage de pension que je vais avoir grâce à ce système-là par rapport à mon dernier salaire brut, on a des systèmes. Alors en France, on est à 60%, aux Pays-Bas, on a 68% et 72% au Danemark. Et quand on fait le ratio de ces deux taux, donc combien je gagne par rapport à mon dernier salaire divisé par ce que j'ai cotisé, on obtient un taux de remplacement pour 1% de cotisation. Pour 1 euro de cotisation, qu'est-ce que je vais avoir en pension? Eh bien, on se rend compte que le système néerlandais ou danois est près du double, voire le triple, plus performant que le système français. Donc ça, c'est des considérations empiriques. Alors, il faut faire attention à ces chiffres parce qu'on ne travaille pas de la même durée. Ce modèle-là, qui est basé sur les données de l'OCDE, concerne un salarié célibataire qui a un revenu moyen. Donc, si on regarde d'autres populations, ça va être probablement un peu différent. Et on n'a pas forcément tous les mécanismes redistributifs interpiliers qui sont pris en compte. Dans tous les cas, on a une différence significative qui peut largement s'expliquer par la fructification de l'épargne. Et ça, c'est l'élément essentiel de l'avantage de la capitalisation un des éléments essentiels, de la capitalisation par rapport à la répartition, c'est qu'on a des systèmes qui sont bien plus performants dans ces pays-là par rapport à la France. Ces analyses-là, elles font que un retraité danois, néerlandais ou australien, moins de 50% de ses revenus vont dépendre de la répartition, alors qu'en France, on est à 3/4 qui dépendent de la répartition en moyenne. Et donc ça, c'est vraiment une vision empirique de la chose. Et la théorie économique est assez consensuelle là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de débat parmi les économistes quant à la supériorité et au fait que la capitalisation est plus vertueuse que la répartition. En France, il y a Davan et Pujol qui ont fait des évaluations, qui ont fait des modélisations du manque à gagner, c'est-à-dire que si on comparait si on mettait ce qu'on avait cotisé, on l'avait mis dans des fonds de pension plutôt que dans le système de retraite par répartition, on aurait pu jusqu'à doubler nos pensions. Enfin, ça dépend les rendements qu'on prend, bien entendu, mais si on prend des rendements pas trop délirants, le manque à gagner pourrait osciller entre 40 et 70%. C'est-à-dire qu'on pourrait potentiellement diviser par 2 nos cotisations pour avoir les mêmes retraites. Ou inversement, avec la cotisation que je verse actuellement, je pourrais, si elle était complètement capitalisée, avoir une pension qui était double. Donc là-dessus, ça c'est un argument de l'ordre de l'efficacité économique, bien entendu. Je pense qu'il y a aussi, et j'y reviens, une question qui est morale dans cette approche-là, c'est que dans un système de retraite par capitalisation, forcément les cotisations obligatoires sont plus faibles, donc on est plus libre de disposer de son revenu. On est à 12,8% de capitalisation obligatoire au Danemark, 9% en Australie, contre 25% en France. Donc ça montre que on serait plus libre de disposer, comme on le souhaite, de nos revenus, de les mettre dans un plan d'épargne, de consommer, de faire ce que l'on veut de notre vie. Donc ça, c'est un aspect qui, pour moi, doit être souligné sur l'aspect moral qui entraîne la capitalisation, du fait même qu'elle est plus efficace économiquement. Alors, il ne va pas sans dire que l'épargne retraite a fait face à de nombreuses critiques, particulièrement en France. Et moi, je suis assez frappé par les débats qui ont eu lieu récemment avec les grèves et l'opposition à la réforme au nom même de la capitalisation. C'est-à-dire qu'on est dans un système où ça ressemble vraiment à une mauvaise blague, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont opposés qui sont opposés aux réformes de retraite parce qu'elles seraient prétendument, selon ces personnes, le début de la capitalisation, ce qui n'est pas du tout le cas. Enfin, le système de retraite à points va nous éloigner encore plus de la capitalisation, parce qu'on va passer à 3 plafonds de la sécurité sociale. Donc on s'éloigne de la capitalisation. Pourtant, on est contre cette réforme
au nom du fait qu'elle introduirait de la capitalisation, alors même que la capitalisation, c'est ce qu'il faudrait faire. On est vraiment dans un système qui est relativement ubuesque sur l'opposition à la réforme, et je pense à titre personnel que cette réforme, il serait préférable de ne pas la faire, au vu de la situation, on pourra en débattre bien entendu, mais on s'oppose à la réforme pour les mauvaises raisons, et la raison pour laquelle on s'oppose devrait être l'objet de la réforme. Donc c'est quelque chose qui, pour moi, me surprend pas mal. Donc, quelles sont les oppositions qu'on fait classiquement à la capitalisation? Alors, bien sûr, la première opposition, ça va être le risque de crise financière. Donc, le risque de krach boursier. Donc là, en ce moment, on est en train de le vivre. Je ne sais pas si ça va remonter lundi, mais en gros, en 2007, il y a eu le problème. On peut tout perdre en bourse. Alors ça, on peut tout perdre en bourse. Alors, la première des choses, c'est que la répartition n'est pas non plus complètement indépendante de la situation économique et financière. C'est-à-dire qu'un krach boursier va affecter aussi la croissance, va affecter aussi la capacité de l'État à verser des pensions, même en répartition. Le deuxième élément, c'est qu'on peut prévenir ces situations. On peut les prévenir en faisant de la gestion de risque. On peut majorer les taux, faire de l'assurance, des contrats diversifiés, pluriels, sur différents types de véhicules. Et notamment, ce que vont proposer souvent les fonds de pension, c'est qu'il va y avoir aussi une diversification temporelle. C'est-à-dire qu'en début de carrière, on va proposer aux jeunes diplômés ou aux jeunes travailleurs de prendre un portefeuille qui a un peu plus d'actions, qui est un peu plus risqué, mais qui va permettre d'avoir des rendements potentiellement plus élevés. Et puis plus on va se rapprocher de l'âge de départ en retraite, plus on va aller sur des actifs qui sont moins risqués, de l'immobilier, des obligations, pour qu'en départ de retraite, on ne soit pas à la solde d'un krach boursier. Donc ça, c'est des choses qui sont gérées dans beaucoup de pays, dans beaucoup de fonds de pension, et donc c'est des éléments qui permettent de prévenir les risques liés aux crises financières. Maintenant, si on regarde sur le long terme, je vais prendre, pour provoquer un peu, l'exemple du fonds de pension des fonctionnaires. Alors oui, il y a un fonds de pension des fonctionnaires qui s'appelle l'ERAFP, l'établissement de la retraite additionnelle de la fonction publique. Donc c'est un fonds de pension qui a été créé en 2000. Donc il y avait eu des tentatives quand même en France d'introduire un petit peu de fonds de pension, on va y revenir. Mais cet exemple est extrêmement intéressant parce qu'il est public, il est à destination des cadres de la fonction publique, et c'est un système de retraite qui permet aux cadres justement de capitaliser sur leur prime salariale. Et bien ce fonds de pension, depuis 2004, il a enregistré un rendement moyen de 4,4%, malgré une perte de 25% en 2008. Donc en moyenne, il est à plus de 4% de rendement, malgré la crise des subprimes. Donc ça montre que sur le long terme, et donc il y a aussi une littérature économique abondante qui montre que sur le long terme, les actions sont moins risquées, et il y a aussi pas mal de discussions sur le fait que mettre que des obligations, ça peut être potentiellement plus risqué et moins rentable que mettre une bonne partie d'actions. Là-dessus, la littérature économique est abondante. Alors, bien sûr, il y a la question des crises financières, il y a la question de la faillite du fonds de pension. Donc ça, le deuxième argument qui va arriver, c'est l'affaire Enron. Alors l'affaire Enron, aussi dramatique soit-elle, n'est pas... il faut vraiment savoir de quoi on parle. L'affaire Enron, c'est une faillite retentissante qui a mis sur le carreau pas mal de monde, mais elle est le résultat non pas d'une gestion normale d'un fonds de pension ou d'une caisse de retraite, c'est le résultat d'une malversation. C'est-à-dire qu'il y a eu une manipulation, que première erreur, ça a été de proposer aux salariés de mettre leur épargne dans les actifs quasiment exclusivement de Enron. C'est-à-dire qu'on a mis tous les œufs dans le même panier de sa propre entreprise, ce qu'il ne faut surtout pas faire, il faut diversifier. Et surtout, il y a eu des malversations sur le fait que Enron a présenté ses actifs qui appartenaient aux salariés comme étant les actifs propres de la société. Donc ça, les cadres de l'entreprise ont été condamnés. Il y a eu des lourdes condamnations de l'équipe dirigeante. Mais c'était une escroquerie. Voilà. Donc c'est dramatique, mais ça n'est pas un exemple de quelque chose qui peut arriver. Et donc il y a des mécanismes, notamment les exemples du Pays-Bas, qui sont extrêmement stricts sur la séparation entre les actifs de l'entreprise et les actifs de la caisse de retraite qui est proposée aux salariés. Et puis je précise, et ça vous en êtes certainement conscient aussi, c'est que sur les crises financières, j'y reviens juste entre parenthèses, l'origine des crises financières peut aussi être attribuée à des politiques monétaires, donc il faut faire attention aussi à dire c'est seulement la faute de l'économie financiarisée. Il y a des enjeux de création monétaire qui créent des bulles,
qui sont le résultat de politiques interventionnistes sur le marché monétaire, comme on est en train de le vivre actuellement, et qui créent de l'instabilité. Cette instabilité n'est pas consubstantielle et elle pourrait être largement évitée si on avait une politique monétaire beaucoup plus juste. Ensuite, il y a des considérations plus idéologiques contre le système par répartition. Une des considérations, c'est le fait que la capitalisation créerait des inégalités. Alors, c'est vrai. C'est-à-dire que la capitalisation, elle crée des inégalités dans un système de retraite par répartition. C'est-à-dire que dans un système de retraite par répartition comme on a en France, quand vous avez un quart du salaire brut qui est de force dirigé vers la répartition, quand vous êtes peu fortuné, vous n'avez pas les moyens d'en réserver une partie au-dessus de ces 25% pour un plan d'épargne. Donc seuls les riches peuvent bénéficier de la capitalisation parce qu'ils ont les moyens de mettre un peu plus de côté, de faire un PEA, de faire un plan d'épargne retraite. Donc aujourd'hui, la capitalisation est inégalitaire parce que seuls les riches peuvent se le permettre. Si demain, les cotisations qui sont versées à la répartition sont versées plutôt à la capitalisation, 1 euro qui soit mis par un pauvre ou par un riche va aussi apporter un bénéfice du même ordre. Donc il n'y aura pas de différence. Et puis il y a un autre argument encore plus moral qui est... globalement, moi, dans le cadre de cette étude, j'ai rencontré pas mal d'économistes, des gens qui n'étaient pas du même bord politique que nous, qui reconnaissent la capitalisation comme étant plus vertueuse, plus efficace économiquement, mais le fait que des salariés puissent devenir des capitalistes, ou encore plus devenir des capitalistes, comme ça va à l'encontre de cette mythologie de la lutte des classes, ça serait une perversion. Et donc c'est ça qui est au cœur de l'opposition, cette scission du salariat qui est au cœur de l'opposition contre le système de retraite, parce que le principe même de la lutte des classes vole en éclats. Et là je vais reprendre une citation de Jaurès, parce que décidément il est très bien. Il disait en 1909, lui il voyait la capitalisation comme moyen justement de renverser la lutte des classes. Et il disait, dans la mesure où la classe ouvrière possède un capital fonctionnant à son profit, toutes les valeurs créées par elle lui se font retour, et la capitalisation, fonctionnant au compte et au profit du prolétariat, n'est pas une consécration du capitalisme, c'est, sous les formes que permet le système capitaliste, et par une application imprévue de son mécanisme, imprévue, un petit peu de mauvaise foi, un fragment de socialisation. La bourgeoisie est obligée de verser tous les ans des sommes qui fructifient au profit des ouvriers. C'est la bourgeoisie qui est obligée de concourir pour une part au rachat d'une partie du capital au profit des ouvriers. Donc là, on a vraiment un des arguments les plus forts chez Jaurès pour la capitalisation, parce que pour lui, c'est un moyen de renverser la lutte des classes, de mettre fin au capitalisme, même si c'est bien sûr, comme vous en avez conscience, le fait de rendre tout le monde capitaliste. Alors bien sûr, la capitalisation n'est pas sans risque, les fluctuations de marché, les politiques inflationnistes peuvent pénaliser. Aujourd'hui, les Danois et les Néerlandais, les retraités danois et les Néerlandais sont inquiets de la politique de la Banque Centrale Européenne, qui fait fondre un peu leur épargne par la création monétaire que la Banque Centrale génère. Et puis il y a un autre risque qui est important et qui est d'ailleurs au cœur des débats sur la réforme, c'est si on constitue des caisses privées, est-ce que l'État ne va pas se servir dedans? Parce que c'est ce qui s'est passé en 1941. Le régime de Vichy a confisqué les épargnes accumulées. Et donc là, il y a un gros débat parce qu'il y a certaines caisses de retraite, la GIRC-ARCO, la Caisse des pharmaciens, qui ont des réserves. Et sur la question du financement de la réforme, il y en a beaucoup qui voudraient bien piocher dedans. Donc la question, c'est pas la capitalisation, est-ce que c'est mieux ou pas? Ça, c'est plutôt mieux et c'est plutôt consensuel. La question, c'est la question de la transition. Et celle-là, elle fait l'objet de beaucoup plus de débats et elle est beaucoup plus compliquée, en effet. Et donc c'est ce que je vais vous proposer dans la dernière partie de cette présentation, c'est de voir un peu ce que nous, on va proposer à l'IREF en termes de réforme pour ce qu'on voudrait faire, c'est-à-dire à l'IREF, à l'Institut de recherche économique et fiscale, on propose l'instauration d'un compte personnel retraite dont l'objectif est bien entendu de provisionner pour les générations futures. Et donc si on se rebase sur le système des 5 piliers, bien entendu l'objectif n'est pas de chambouler du jour au lendemain le système de retraite, mais de faire grossir un pilier 2 et un pilier 3 par capitalisation de manière progressive pour soutenir les générations futures dans leur pension. Donc bien sûr, il y a le minimum vieillesse, la répartition, mais peu à peu faire grossir le pilier 2 et le pilier 3
en développant les plans d'épargne retraite d'entreprise ou individuelle, et en se basant sur les mécanismes existants. Vraiment le cœur de notre proposition, c'est de voir ce qui marche aujourd'hui et de l'étendre et de l'ouvrir. Donc il y a le fonds de réserve pour les retraites, la retraite décisionnelle de la fonction publique, on pourrait l'étendre comme, enfin je vous ai parlé de ses performances en termes de rendement tout à l'heure. Donc c'est vraiment des outils, des véhicules qui aujourd'hui on risque d'être sabotés par la réforme actuelle. C'est pour ça que je suis contre la réforme, c'est qu'il y a des choses qui marchent qu'on va saboter, sans pour autant vraiment mettre fin aux régimes spéciaux. Donc je pense qu'on a vraiment peu de choses à y gagner. Mais l'idée c'est de voir ce qui marche. Alors qu'est-ce qui marche déjà? Qu'est-ce qui marche déjà? Alors avant de voir ce qui marche déjà en France, c'est pas irréaliste. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui l'ont fait. Il y a l'Allemagne et la Suède. La Suède, notamment dans les années 90, elle a commencé à introduire progressivement une part de capitalisation. Ça demandait beaucoup de concertation, c'est le pays de la concertation. Mais il y a aujourd'hui 2,5% des salaires qui sont alloués à la capitalisation et les Suédois sont libres de les mettre dans les fonds de pension de leur choix. Alors il y a bien sûr la question de la transition, donc il ne faut pas payer deux fois. Alors il y a les droits acquis, la génération actuelle, comment est-ce qu'on fait pour à la fois accumuler une épargne et en même temps verser les droits acquis. Forcément, hormis si on veut une table rase qui va être très coûteuse, il y a la question du financement, il y a la question de quelles règles sont mises en place. Nous, à l'IREF, on préconise on part du principe que l'enjeu c'est de développer cette épargne, donc faire un système à la suédoise. On introduit progressivement la capitalisation et pendant ce temps, au même moment, en profiter pour utiliser les produits d'une privatisation de certaines infrastructures, de certaines activités de l'État pour financer les droits acquis. Dans tous les cas, le chiffrage est très compliqué, ça dépend du temps qu'on se donne, à quel point on lisse la réforme, mais bon, là-dessus, il y a des... Donc nous à l'IREF, on fait des propositions, il y a aussi récemment l'Institut Molinari qui a fait des évaluations en combien de points de PIB ça coûterait selon les décisions qu'on prend. Dans tous les cas, du fait même que la capitalisation rapporte du fait même que la capitalisation rapporte est plus rentable que la répartition, on ne va pas devoir payer deux fois, on va devoir payer un peu moins de deux fois. Voilà, donc les dispositifs existants, les PER, les plans d'épargne de retraite, donc là il faut reconnaître que la loi Pacte est plutôt allée dans le bon sens en termes d'incitation fiscale. Elle a simplifié la gestion des Madelins, des PERCO, des pères d'entreprise pour pouvoir assurer une retraite. Il y a les systèmes de fonds de pension du secteur public, avec le plus vieux, la Préfonds, alors qui est très critiqué sur sa gestion. L'important sera de l'ouvrir à la concurrence. Mais voilà, malheureusement, ces instruments-là, aujourd'hui, ils représentent moins de 5% des cotisations et 2% des prestations versées, donc ça reste marginal. Mais c'est là-dessus, à mon avis, qu'il faut puiser les idées pour une réforme. Et il y a notamment une caisse qui est intéressante, c'est la caisse des pharmaciens, la CAVP, qui, dès les années 60, en regardant les constats des rapports de la Cour des comptes, s'est dit il faut qu'on réforme notre système de retraite, parce que ça ne pourra pas durer. Et donc, ils ont introduit un système de retraite par capitalisation. Donc, la capitalisation, en fait, en France, ça marche déjà chez les pharmaciens. Et donc, eux sont très actifs parce qu'ils ont des réserves et ils sont très inquiets par la réforme. Mais je pense que c'est vraiment un modèle à suivre sur l'aspect à la fois un pilier de répartition et à la fois un pilier de capitalisation. Alors, je ne sais pas s'il me reste encore beaucoup de temps. Oui, bon, il ne reste plus. Bon, je vais abréger. J'aurais pu vous faire la liste de toutes les réformes préalables à faire en termes de fiscalité, en termes de politique monétaire, mais je vous passerai je vous ferai suivre le rapport et on ne va pas rentrer forcément dans les détails. Donc, mais il y a tout un tas de conditions nécessaires de protection de la propriété pour pouvoir mettre en place un système de retraite par capitalisation. Donc pour essayer de conclure, vraiment la question, la réforme des retraites actuelles, même si on s'y oppose pour les mauvaises raisons qui sont en fait les bonnes, enfin, vous avez compris, l'enjeu n'est pas du tout adressé avec un système unique qui va plutôt, enfin le risque c'est plus de créer une usine à gaz que vraiment adresser la question de la soutenabilité à long terme. Il y a des modèles étrangers, il y a des choses qui marchent déjà en France, il faut s'en inspirer pour assurer un système de retraite efficace, plus équitable et plus libre, parce que c'est l'enjeu. Et je vais finir décidément par deux citations de Jean Jaurès qui, pour moi, montrent à quel point, même à l'époque, quand il y avait des vrais débats sur quelle réforme de retraite il faut mener, parce que vraiment la capitalisation est un sujet tabou en France,
Vraiment des petites perles de Jaurès. Quand les coopératives ouvrières et même communistes ont en banque des réserves productrices d'intérêt, quand les grands syndicats ou les grands trade unions qui ont en vue des grèves peut-être lointaines des fonds placés et productifs d'intérêt, c'est un acte de sage administration ouvrière. Ce n'est pas une abdication devant le principe capitaliste. Donc vraiment, la capitalisation, c'est un acte de sage administration ouvrière. Et l'autre citation qui est souvent citée d'ailleurs, c'est que la capitalisation en soi est parfaitement acceptable et peut même bien maniée par un prolétariat organisé et clairvoyant servir très substantiellement la classe ouvrière. Voilà, quelque chose qui est intéressant. La capitalisation permet une approche qui est beaucoup plus responsabilisante, elle permet la liberté d'épargner, c'est non seulement économiquement souhaitable, mais c'est aussi moralement plus juste.